Je n'en peux plus d'absence. Les larmes sont opaques, l'indifférence étouffe. Je voudrais mourir, mais comment? J'ai peur de la mort. Ah, recevoir un coup de poignard dans le dos et mourir étonné. Mais moi, je ne puis concevoir le monde sans vous. Coucher avec François ou avec Claude, faire des versions latines, une licence de philo, me bercer jusqu'à la nausée des certitudes des autres, de leurs chimères plus ou moins accréditées. Et puis, me demander éternellement si tout ceci est plus ou moins réel, si ce n'est pas un rêve qui n'aurait pas de réveil, ou dont le réveil, plutôt, serait la mort. Alors pourquoi ne pas mourir tout de suite? Mais la mort décidément me fait peur. Si l'on veut vivre et se retirer du monde, il faut choisir entre 3 maisons closes, l'asile, le couvent et le bordel. Je m'épuise à trop rêver des 3. Julienne, je vous demandais la clé de la vie. Quand vous me la donneriez, saurais-je m'en servir? J'abandonne le procès de ma vie et de ma mort aux spécialistes. Sans vous, le désespoir m'ennuie et l'espoir me fatigue. Je mêlais avec délice ma cervelle et mon cœur sans pouvoir les confondre. Dangereux cocktail. Mes sentiments m'ont faussé l'esprit sans pourtant me rendre aveugle. Mais toute cohérence me détruirait, immanquablement. Me voici au bout de ma frénésie. La nuit s'éteint sans aube. À l'alcool succède le néant. À force d'insomnies et de paroxysmes, découvrirai-je le mot de la fin. Mais trop lâche pour le trouver, je vis de le chercher. Téléphoner à Julienne, écrire à Julienne, et ne pas épouser ce chimiste. Quand j'ai grandi, la vie seule m'a paru inexplicable. J'ai envie de la mort. Mais je veux être possédé en elle, non la violer. Le suicide est encore un geste de vivant. En vieillissant, j'ai cherché à comprendre pourquoi je m'obstinais à vivre. J'ai lu des centaines de livres, et j'ai vénéré d'innombrables hommes, professeurs ou analphabètes glorieux. Et j'ai compris qu'il est aussi vain d'interroger les vivants sur la vie que les morts sur la mort. Et moi j'étais le voyageur éternellement abandonné au pays qui jamais ne le reconnaisse, couché par terre ou sur une fille, dans un lit préparé avec amour. Croyez-vous que j'arrête ma délirante marche à travers les jours qui me vomissent vers la mort? Et mes pensées s'arrêtent à mes limites. Le monde est une cuvette pleine d'eau hideuse, et je me lave dedans comme l'hindou dans le Gange. Et moi qui étais pur comme une orange, je deviens presque aussi sale qu'une allumeuse. La suprême sagesse et l'immobilité. Je vous ai vu dans ces cliniques, où l'ombre semble avoir dévoré toute clarté. Vous marchiez le long des couloirs, ou dans l'herbe rare des préaux, entourés de gris. Un adolescent gémissait sans cesse, un autre se déshabillait régulièrement, pour offrir son corps à la lumière du matin. Vous étiez si loin, au-delà de toute compréhension, inaccessible, emmuré dans le caveau de la maladie. Toi, tu avais des hallucinations, attaché sur ton lit comme un criminel. Toi, tu voyais de terrifiants vautours rôder autour de toi, dans une lumière de soufre. Ceux qui pouvaient encore parler nous invitaient à nous pencher sur l'inévitable, coma insulinique, cure de sommeil, électrochoc, puis la conversation devenue hachée dérivait lentement vers le suicide. L'un fabriquait des clés avec n'importe quoi pour s'enfuir. Toujours on le rattrapait, mais il recommençait sans perdre patience. Les cris des alcooliques atteints du délirium ne s'arrêtaient ni jour ni nuit. On aurait dit une incantation convulsée de hurlements et de soupirs rageurs. Impossible de se révolter. Trop de murs, trop de cris, trop d'infirmiers. Les médecins toujours pressés écoutaient d'une oreille distraite nos murmures désolés. Je me souviens des jours de pluie ou de l'entassement des corps dans la salle commune. Un silence asphyxiant, à peine quelques râles, quelques tentatives de fuite qui se heurtaient aux portes closes. Impossible de briser les vitres. J'étais entouré de malades, assis sans bouger sur leur siège durant des heures. Et rien ne remuait dans leur visage cimenté. Moi j'avais encore la force infernale de penser à ceux qui riaient hors de ces murs, tous salauds patentés, vivant dans la santé du corps et de l'esprit. Les jours de visite donnaient lieu à des scènes grotesques et pitoyables. Une fille embrassait son père, qui ne la reconnaissait plus,
et bavait un peu devant tant d'étrangeté. Quant à moi, j'en avais trop vu, à tel point que je souhaitais devenir sourd et aveugle parmi les schizophrènes, les paranoïaques, les névrosés, tous dépossédés d'eux-mêmes, noyés dans les remous de la souffrance, et tant d'autres encore dont je ne parlerai jamais, car les mots ne servent qu'à déprécier et à jeter la confusion. Jamais je n'oublierai ce que j'eus à subir dans le déroulement implacable des traitements. Quelques amis, parmi les plus proches de moi, ont choisi le suicide. Comment décrire l'horreur? Comment cerner le désespoir qui règne en ces lieux maudits, quant aux enfants condamnés, déformés, ravagés, perdus? Ils sont la plaie qui ne cessera jamais de saigner. Rien ne pourra les sauver, et si le Christ s'égarait parmi eux, il pourrait refaire ses bagages sans dire un mot. Et vous, visiteurs d'un après-midi, partez, partez. Remettez-vous à vos travaux sordides, à vos partous, à vos banquets, à vos carnavals. Buvez et baisez, sans vous soucier de tous ceux qui crèvent, rongés par le désespoir et l'angoisse au fond des asiles. Mais vous, compagnons muets secoués par le délire, attendez-moi. Je sais que nous nous reverrons un jour, au fond de l'ornière. Nous n'aurons plus rien à nous dire. Les mains crispées, nous nous regarderons un instant, et ce sera fini. Un seul regard pour des années de silence. Le jardinier, pour le moment, est penché au-dessus des fleurs. Il ne pense pas au jour où il sera un peu en dessous des fleurs. Il les arrose très tranquillement. Moi, je vois son ombre, qui gentiment s'enfoncera un jour et pourrira de toute sa petite chair jardinière au fond de la terre. Simplement, il laissera sur la terre, avant de s'en aller, ses grosses lunettes, ses chaussures, son tablier de jardinier. Cela, la terre n'en veut pas. Il faut laisser les accessoires au vestiaire. C'est tout nu en principe que l'on doit entrer dans la terre. Néanmoins, l'on peut aussi y aller avec un costume. Personnellement, j'ai dans mon armoire mon beau costume de mort, celui que je mettrai le jour où carillonneront toutes les petites cloches, et que j'irai tintant et sonnaillant me recueillir sous la terre grasse, fraterniser avec les asticots. Peut-être les morts creusent-ils des galeries sous la terre, de grands labyrinthes par lesquels ils communiquent, et que tout un peuple de fantômes erre sous nos pieds, que ceux que nous croyons profondément endormis ont peut-être une vie active, une sorte de monde des vivants inversé, où toute la folie du monde s'est convertie en sagesse après la petite pénitence de la nuit. Il me plaît de penser que si de très belles fleurs sortent du sol, c'est peut-être grâce aux haleines magiques de ceux qui dorment en dessous, pleins de bonté, peut-être que la grande nuit de la terre ouvre nos esprits, que ce contact de pierres, de cailloux, de verre illumine les têtes endormies et les cerveaux sourds. Mais les morts ont leurs obligations. Il faut par exemple qu'ils soient toujours là lorsque leurs familles viennent les visiter. Quel désastre s'ils ne respectaient pas le rendez-vous. Quel émoi cela ne provoquerait-il pas? Le monde ébahi se mettrait à fouiller tous les caveaux, à retourner tous les cimetières, et si bourdonnante de cancans, de commérages, de mensonges, de haine était la terre, qu'en pèteraient tous les volcans. Non, il ne faut pas que l'esprit malin des vivants s'introduise sous la terre, sans quoi elle serait prise de tremblement. C'est à la sagesse des morts que nous devons ce plancher à peu près stable. Voilà pourquoi ils se tiennent figés tout raides dans leurs caveaux, yeux obstinément clos, air vaguement ridicule. C'est pour que plus personne ne s'occupe d'eux, et qu'ils puissent enfin se consacrer aux choses sérieuses, débarrassés de la présence des fous. La valeur des pierres taillées s'étiole sur les taches blanches des pages carrelées. Je suis à la recherche du dernier exemplaire de la vérité. Il doit bien traîner entre la revue des pas perdus et celle des faux témoignages. Nous nous sommes mal compris. Vous cherchiez le coupable, je cherchais l'âme du vol et les pantoufles du repris de justice. Justice, je vous fais confiance. Le premier jet est toujours le bon. Notre vague mémoire nous ramène un passé précis. Le coupable est debout sur la table, les bras levés, prêt à renverser le plafond. Il est temps de finir vos verres. Pardonnez ce désordre, si la nuit flambe quand le ciel crie.
accroupi dans la plaine. Pardonner si le désordre règne. Toute sa vie, l'oiseau supporte bien le ciel. Une fenêtre ouverte à l'angoisse des fleurs, cette main fluide aux fruits démodés, un bras chantant tout court sans fin la pluie. Viens, ta main me hante, il n'y a pas d'adieu. Nous aurons l'air d'oiseaux prenant la fuite. La révolution qui est en train de se faire, elle est merveilleuse. Qu'en savoir, qu'en faire, on la veut, c'est certain. Nous ne voulons en aucun cas accepter de nous taire. Accepter. Il faut en sortir. C'est long la vie. Surtout après la mort, ça commence à devenir vachement long. Mais alors qu'est-ce qui est donc si court dans la vie? Cette tension, peut-être. Nous nous retenons de jouir. Donc la vie est castrante. Et la mort est castrante. Après la mort, la vie n'est qu'un orgasme. Nom de Dieu, il faudra bien qu'un jour on se demande, une fois pour toutes, ce qu'on fout ici maintenant.